Retour sur le plateau du Salon CE autour des accords de qualité de vie au travail avec Patrice Schoendorf et Sonia Paco, dirigé bien sûr tout ça par Jacques Lambert. Jacques, c'est à vous. Alors nous revenons effectivement sur le plateau. Alors Patrice Schoendorf, d'abord deux mots sur la Fédération française de criminalistique et puis après comment on gère quand on est praticien comme vous ces problèmes de stress, d'usure au travail et de mauvaise gestion de la qualité de vie au travail de par l'entreprise. Et puis on peut dire de tous les acteurs, parce que la qualité de vie au travail, c'est l'affaire de tous dans l'entreprise. Oui, bonjour. Alors deux mots effectivement sur cette Fédération française de psychocriminalistique. Simplement, c'est une association qui regroupe des criminologues et des personnes qui réfléchissent sur une nouvelle forme justement de criminologie. Et on essaie de réfléchir sur une science un peu nouvelle pour appréhender des problématiques actuelles comme le terrorisme, justement, comme le burn-out effectivement en entreprise, mais comme toutes les problématiques de la société sur le plan des dérives criminelles, au sens large. Voilà, donc cette association regroupe aussi bien des médecins, des journalistes, des policiers, des personnels du monde du renseignement, etc. Mais on pourrait éventuellement en discuter plus avant au cours d'un autre débat. Parce que le titre est un peu abstrait pour le grand public. Le titre est sans doute un peu absconce, mais ça recouvre une réalité assez précise. Alors, comment on gère les échecs dans la qualité de vie au travail dans l'entreprise quand on est un praticien? Quels sont les cas les plus fréquents qu'on rencontre dans votre cabinet? Ce que je veux dire, moi, donc, je suis effectivement psychiatre et médecin légiste, et mon expérience, en tout cas de praticien, en psychiatrie, en médecine légale, est quand même assez intéressante pour le débat qui nous concerne, parce que moi, ce que je constate depuis 10 ans, c'est que nous sommes confrontés dans les cabinets de psychiatrie et en tant que médecin légiste de plus en plus à des situations liées à la souffrance au travail. Alors, au niveau des psychiatres, évidemment, nous prenons en charge des personnes qui ont des problèmes de dépression très sévères, de burn-out. On avait échangé il y a quelques années là-dessus. Mais également de passage à l'acte, haute agressive, tentative de suicide, etc. Et ce qui est assez étonnant, ce qui est assez remarquable, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que dans une consultation, en tout cas de psychiatrie classique, générale, je dirais que 30 à 40% de nos patients sont dans des situations de souffrance au travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos formations, moi quand j'étais formé en psychiatrie, on ne parlait absolument pas de ces problématiques-là. Voilà. Sur le plan de la médecine légale, bien évidemment, nous sommes confrontés à des suicides avérés et dans des circonstances particulières où des personnes ont eu des difficultés au travail. Alors c'est vrai que par ailleurs, évidemment, il y a d'autres problèmes qui se greffent, familiaux, etc. Parce que bon, la personne vit dans son univers avec des problèmes au travail, mais évidemment qui engendrent des répercussions sur la famille, sur le plan affectif, etc. Et puis également des situations de passage à l'acte auto, donc tentative de suicide, et ou hétéro-agressif, c'est-à-dire éventuellement parfois d'agression sur son employeur, sur son manager ou à l'inverse ayant été agressé. Et ça, ces situations se multiplient. Alors c'est vrai que je pense que le bien-être au travail, c'est une notion tout à fait intéressante et qui doit être rapidement mise en œuvre compte tenu, moi, de ce que j'observe en tant que praticien, parce que le psychiatre, le médecin, en tout cas psychiatre ou généraliste, ne se déplace pas dans l'entreprise. Hein. Le médecin de l'entreprise, c'est le médecin du travail, et on sait d'ailleurs que la médecine du travail aujourd'hui se dégrade, ce qui est dommage. Donc nous, on intervient, si vous voulez, à l'extérieur, avec un regard un peu extérieur. Voilà. Et je pense que nous avons aussi bien un rôle dans la prise en charge médicale, psychiatrique de ces personnes qui sont en souffrance, que aussi de l'accompagnement également dans leur processus social. Hein. Je parle notamment de leur avenir professionnel. Voilà. Bon. Alors, ce que je voulais ajouter très rapidement, c'est que malheureusement,
moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un petit déficit en formation des psychiatres et d'ailleurs des médecins légistes sur ces questions, parce que je pense que je suis à peu près un des seuls en médecine légale, en psychiatrie, à m'intéresser à cela. Donc, je pense que là aussi, il faudrait qu'il y ait une réflexion plus générale par rapport à ça. Alors, est-ce que ces suicides, j'entendais dans un congrès syndical un membre qui disait quand on se bat, on ne se suicide pas. Est-ce que quand on se bat, on ne se suicide pas? Est-ce que la résultante, c'est pas, enfin, est-ce que le suicide n'est pas la résultante de cet individualisme dans l'entreprise aussi, de cette performance, la recherche de la performance constante, être meilleur que son collègue, atteindre les objectifs, dépasser les objectifs? Est-ce que cette pression-là, avec cette ambiance d'individualisme, d'isolationnisme, ne pousse pas à ce mal-être, n'est pas un élément aggravant? Enfin, ce que je crois, c'est que notre société est quand même, d'une manière assez générale, en souffrance. Et cette souffrance s'explique notamment au niveau du travail. Alors c'est vrai que moi, l'impression que j'ai, c'est que les gens sont de plus en plus individualistes. Et on ne sent pas, alors malgré, j'imagine, la présence syndicale, on ne sent pas forcément une grande solidarité toujours au niveau de l'entreprise. Et ça joue évidemment. Et d'autre part, cela concerne tous les échelons. Enfin, moi, les personnes que je vois au cabinet, ça peut être aussi bien des managers, parfois d'ailleurs des dirigeants, mais évidemment beaucoup de salariés. Donc, il y a, je crois, aujourd'hui au niveau du travail, un problème. Le travail, aujourd'hui, sous sa forme actuelle, dans l'économie française d'aujourd'hui, pose problème. Et je pense il serait bon qu'on puisse avoir une réflexion générale parce que c'est un problème aujourd'hui central. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que les gens qui n'ont pas de travail sont évidemment la plupart du temps en souffrance et ceux qui en ont sont aussi dans d'autres formes de souffrance. Voilà, donc moi c'est ce que je constate au quotidien. La leçon, c'est qu'il vaudrait mieux mettre un médecin au ministère du Travail qu'un énarque. Je pense que les médecins sont sûrement plus... Enfin, je vais me faire des ennemis, mais tant pis. J'imagine que les médecins pourraient sans doute être plus utiles que certains aux fonctionnaires dans certaines situations. Parce que le travail ne se raisonne pas que d'une pure équation économique. C'est un peu plus compliqué que ça. Le travail, c'est un élément extrêmement important dans la vie d'un homme. Déjà sur le plan narcissique, je pense que quelqu'un qui n'a pas de travail se retrouve dans une fragilité sur le plan narcissique importante. Voilà. Moi, ce que je voulais aussi rebondir sur le management aujourd'hui. Moi, d'après ce que j'entends des personnes avec qui j'échange, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans l'entreprise. Et heureusement, hein, c'est pas mon rôle, c'est pas notre rôle. Moi, ce que je comprends de la situation, c'est que il y a des formes de management qui frisent parfois la perversion, quoi, hein, avec des situations où on place la personne dans une position de ce que certains collègues appellent la mission impossible. C'est-à-dire que de toute façon, au niveau de leur poste, la configuration de leur poste, d'abord, elle n'est pas toujours extrêmement bien définie. Elle est parfois à géométrie variable. Et de toute façon, ce qu'on leur demande de faire, matériellement, ils ne peuvent pas le réaliser. Mais évidemment, du fait de la pénurie de travail, au départ, les gens ont tendance un peu à accepter, je ne sais pas n'importe quoi, mais ils peuvent pas de toute façon être aussi exigeants qu'il y a une vingtaine d'années par rapport au contrat qu'on leur présente. Voilà. Et ça, insensiblement, moi je vois des personnes qui dérivent, qui se retrouvent embarqués dans des missions qu'ils ne comprennent pas toujours, qu'ils sont obligés de réaliser, et puis très rapidement, enfin assez progressivement, ils basculent dans des formes d'épuisement professionnel et à un moment donné de burn-out. Alors je rappelle que le burn-out, c'est ce que j'appelle un infarctus psychique, c'est-à-dire que brusquement la personne s'effondre après une longue période d'épuisement professionnel et de souffrance au travail. Alors, juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Sonia tout à l'heure, est-ce que
vous, médecins, vous constatez dans des entreprises où il y a des accords de qualité de vie au travail qui ont été négociés, qui sont mis en place, une amélioration dans l'état des salariés de ces entreprises-là? Non mais alors, pour être extrêmement clair, le médecin ne connaît rien la plupart du temps au monde de l'entreprise, hormis le médecin du travail. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Les médecins n'ont pas ces formations et ont une vision très éloignée de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que soit le médecin, la plupart du temps, sont des médecins hospitaliers, donc complètement éloignés du monde de l'entreprise, soit ce sont des médecins qui travaillent en médecine libérale, ce qui n'est pas non plus la situation de l'entreprise. Donc, ce que vous appelez les QVT, hein, les RPS, les IRP, etc., ce sont des gros mots. Chose moi, j'étais obligé de faire une petite révision hier soir parce que, en plus, en France, on adore les acronymes et puis la terminologie s'étoffe à mesure et là aussi frise parfois l'absconce. Alors, QVT, RPS, ça correspond à quoi? C'est quoi ces notions? Pour le médecin, notamment généraliste, il s'en fout, très clairement. Et les psychiatres, pour un certain nombre, la souffrance au travail ne les intéresse pas forcément. Hein. Parce que le psychiatre que vous êtes très impliqué sur ces dossiers-là ne tient pas de statistiques. Non, absolument pas. Pour pouvoir comparer si... Moi, je suis là, à ce niveau-là, au doigt mouillé, je dirais. Hein, c'est une impression. Mais malheureusement, pour ce que j'en sais, il n'y a pas forcément de recherche vraiment très développée, y compris à l'université. Hein. Bon, moi qui fais de l'enseignement en médecine légale, j'ai cru comprendre. Alors là, cette année, on a fait un petit enseignement sur la souffrance au travail, c'est bien, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément une priorité, alors même qu'aujourd'hui, finalement, dans la vie des gens, qu'est-ce qui est important? C'est le travail, c'est la dimension familiale, c'est la dimension affective aussi. Voilà, c'est ça les grands secteurs qui concernent le vécu des gens. Et paradoxalement, on semble ne pas s'y intéresser vraiment. Alors on va profiter là et puis on reviendra vers Sonia parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites pour rebondir sur les statistiques et comment on mesure l'effet des accords de qualité de vie au travail. Mais avant, on va retourner vers les studios de Lyon Première et on reviendra après une page de pub.